C'était le début de la matinée à Ouagadougou. La ville s'éveillait encore sous une brume légère, tandis que les premiers rayons du soleil tentaient de percer un ciel voilé. Dans le palais présidentiel, le silence était lourd, comme s'il pressentait quelque chose d'extraordinaire sur le point de se produire. Ibrahim Traoré, vêtu d'un uniforme simple, sans un signe visible, marchait en silence dans la cour intérieure. Une inquiétude habitait les yeux du président, une douleur profonde qui ne venait pas de la politique, mais d'un cauchemar récurrent qui le hantait depuis des semaines, le visage d'une enfant couverte de poussière, pleurant dans le désert, criant pour quelqu'un qui ne viendrait jamais. Il ne connaissait ni son nom ni l'endroit, mais il sentait que c'était réel. Un conseiller entra précipitamment, le visage marqué d'une expression inhabituelle. Il tenait une tablette diffusant une transmission en direct depuis la frontière nord du Burkina Faso, où un convoi humanitaire venait d'accueillir des dizaines de réfugiés syriens ayant réussi à traverser le désert pour fuir la guerre. Au centre des images, une fillette syrienne d'environ 7 ans, vêtue de haillons, portait une poupée faite de chiffon et un papier froissé épinglé sur sa poitrine. Elle ne parlait pas. Elle ne pleurait pas. Elle se contentait de regarder chaque soldat en silence, comme si elle espérait retrouver quelque chose de perdu. Traoré s'arrêta, sans cligner des yeux. C'était l'enfant de son rêve. Le même regard, le même silence assourdissant. Il ne réfléchit pas 2 fois. Il annula toutes les réunions de la journée et ordonna de préparer l'hélicoptère présidentiel. Aucun conseiller ne comprit. Mais ceux qui le connaissaient savaient. Quand Ibrahim agissait avec son cœur, aucune force sur terre ne pouvait le faire reculer. À bord de l'hélicoptère, le bruit du vent se mêlait au silence absolu du président. Son regard était fixé sur la ligne d'horizon. Lorsqu'il descendit dans le camp de réfugiés, des dizaines d'enfants coururent vers lui, mais il ne sourit pas. Il marcha droit devant, guidé par une force qui semblait ancestrale, jusqu'à s'arrêter face à la fillette. Elle ne bougea pas. Elle se contenta de lever le papier épinglé sur sa poitrine et de le lui tendre. C'était une lettre. Écrite en arabe d'une main tremblante, elle disait « Si quelqu'un trouve ma fille, prenez soin d'elle. Je m'appelle Aïcha. Je n'ai pas survécu, mais ma fille est innocente. Elle s'appelle Nour. Elle porte la lumière de mon peuple. Elle est la dernière flamme de notre lignée. Que Dieu place un homme véritable sur son chemin, quelqu'un qui connaisse encore la compassion. » Traoré lut en silence. Puis il s'agenouilla devant la fillette, posa sa main sur sa tête et ferma les yeux. Pendant un instant, tous les soldats se turent. C'était comme si le temps s'était arrêté. Et là, sans dire un mot, il la prit dans ses bras, comme si elle était sa propre fille. Les caméras du monde entier capturèrent ce moment. L'image d'un président africain, au milieu d'un camp de réfugiés agenouillés devant une orpheline syrienne, fit le tour des journaux télévisés, de Tokyo à New York, en moins de 22 minutes. Mais Traoré ne se souciait pas des gros titres. Il se préoccupait de ce que cette fillette portait en elle, un traumatisme silencieux, une peur figée et un avenir qu'il était encore possible de sauver. De retour au palais avec elle, beaucoup remirent en question sa décision. Des conseillers l'avertirent des implications politiques, des risques pour la sécurité nationale, et même des possibles manipulations médiatiques. Mais Ibrahim fut clair. Il dit simplement « Si un homme a peur d'aimer un enfant parce que cela pourrait lui coûter des voix, il ne mérite pas d'être là où il est. Je ne me suis pas engagé dans cette guerre pour être président. Je m'y suis engagé pour rester humain. » Dans les jours qui suivirent, Nour commença à parler. Dans un dialecte syrien chargé, elle décrivait par fragments la nuit où son village avait été attaqué. Son père avait disparu. Sa mère l'avait caché sous une tente et lui avait dit « Reste silencieuse, ma lumière. Le monde te verra. Mais d'abord, il doit t'entendre dans le silence. » Cette phrase résonnait en Traoré avec force. « Le monde te verra. Mais d'abord, il doit t'entendre dans le silence. » Il se mit à passer des heures avec elle. Il laissait les ministres attendre. Il annulait des comités entiers. Chaque jour, en fin d'après-midi, il s'asseyait avec Nour dans le jardin du palais. Là, elle dessinait, racontait des histoires de son peuple et souriait peu à peu. Elle ne l'appelait pas papa, mais elle le regardait comme si c'était le seul adulte au monde qui ne la voyait pas comme un problème, mais comme une promesse. Une nuit, alors que le Burkina Faso recevait une délégation internationale de l'ONU, Nour s'échappa discrètement de l'aile résidentielle et entra dans la salle de cérémonie. Traoré était debout, entouré de dirigeants mondiaux, et tous se turent lorsqu'elle traversa le tapis rouge, sa poupée à la main. Elle s'arrêta devant lui, le regarda dans les yeux
et, dans un français hésitant, dit « Merci, Baba ». Le mot « Baba » signifie « papa ». Un silence embarrassé s'installa. Puis vinrent des applaudissements timides, mais personne ne comprit l'impact que cela eut sur Traoré. Son visage se crispa. Il s'agenouilla sur place, serra la fillette dans ses bras et pleura. Pour la première fois depuis qu'il avait pris le pouvoir, il pleura en public. Pas par faiblesse, mais parce que, devant le monde, il n'était plus seulement le commandant d'une nation en guerre. Il était le père d'une promesse. La scène fut retransmise à la télévision. Elle devint virale. Elle fut traduite dans plus de 50 langues. Et tandis que les gouvernements débattaient des quotas de réfugiés et des mesures de sécurité, un homme au cœur de l'Afrique avait prouvé, par un geste, que la politique pouvait attendre quand l'humanité frappait à la porte. Cette histoire, cependant, était loin d'être terminée, car le geste de Traoré ne se contenta pas d'émouvoir le monde. Il déclencha un soulèvement. Des milliers de familles en situation de refuge commencèrent à écrire des lettres à la présidence du Burkina Faso. Elles ne demandaient ni nourriture, ni argent. Elles demandaient une seule chose, écouter nos enfants. Traoré convoqua une conférence de presse et annonça quelque chose que personne n'attendait. À partir d'aujourd'hui, tout enfant orphelin de guerre qui franchira nos frontières sera considéré comme un enfant de cette patrie. Nour fut la première. Elle ne sera pas la dernière. À cet instant, la caméra zooma sur son visage. Il tenait la main de Nour. Elle la serrait fort. Et là, dans ce geste simple, une nouvelle histoire africaine commença à s'écrire. Traoré savait que cette décision aurait des conséquences. Les rapports commencèrent à affluer. Certains pays voisins critiquèrent la mesure, invoquant un risque d'instabilité régionale. Les experts en géopolitique qualifièrent cela de « populisme dangereux ». Mais le peuple réagit différemment. Le lendemain matin, des centaines de femmes africaines se rassemblèrent devant le palais présidentiel, non pas avec des pancartes de protestation, mais avec des casseroles, des fruits, des jouets, des vêtements d'enfants. Elles disaient simplement « Si cette fille est la fille de notre président, alors elle est notre petite fille. Et une petite fille ne meurt pas de faim ici. » Ce fut la première fois depuis le début de la guerre dans le Sahel que le Burkina Faso connut une matinée de paix sans tir au nord ni peur au sud. C'était comme si, pendant un bref instant, la tendresse avait désarmé la violence. Nour devint un symbole, pas un trophée, mais une graine vivante de quelque chose qui pouvait encore pousser, même au milieu des ruines. La presse occidentale tenta d'exploiter l'affaire comme une stratégie d'image. Une journaliste française demanda à Traoré « Ne craignez-vous pas que cela soit interprété comme du théâtre politique ?» Sa réponse fut simple. « S'il s'agit d'un théâtre, alors j'espère que le monde regardera. Car il est temps de mettre en scène quelque chose de plus beau que des bombes et des traités. Il est temps de mettre en scène l'amour. » En secret, cependant, Traoré faisait face à un autre défi. Nour commença à montrer des signes d'un traumatisme plus profond. La nuit, elle criait dans son sommeil. Elle ne reconnaissait pas son nom lorsqu'on l'appelait brusquement. Elle dessinait des silhouettes d'hommes encagoulés, du feu et une maison sans toit. Traoré décida de l'emmener à ses réunions, même les plus tendues. Il voulait qu'elle sache que le pouvoir n'était pas synonyme de peur. Il l'asseyait à côté de lui. Il la laissait colorier en silence pendant qu'ils discutaient du budget, de la guerre, des accords. La scène devint courante. Des ministres en costume, des cartes sur la table, et une fillette avec des crayons de couleur dessinant des arcs-en-ciel dans un coin. Un jour, alors qu'ils discutaient d'une nouvelle offensive contre des groupes armés au nord, Nour leva la main. Tous rirent, incrédules qu'elle puisse parler. Mais elle parla. Elle dit « S'ils brûlent tout parce qu'ils sont en colère, est-ce qu'ils ont peur aussi ?» Traoré ne répondit pas, mais son expression changea. Il mit fin à la réunion et partit en silence. Cette nuit-là, il réécrivit le discours qu'il devait prononcer à l'ONU la semaine suivante. Dans la salle des Nations Unies, sous le regard de tous, Ibrahim Traoré commença son allocution, non pas avec des chiffres ni des appels diplomatiques, mais avec la phrase de la fillette « S'ils brûlent tout parce qu'ils sont en colère, est-ce qu'ils ont peur aussi ?» Il raconta alors l'histoire de Nour. Il montra une photo d'elle avec sa poupée de chiffon. Et il dit « La guerre que nous menons là dehors a d'abord commencé dans le cœur de quelqu'un qui n'a pas été entendu quand il était enfant. Tous les conflits du monde ne sont que les échos de larmes jamais essuyées. » Il fut applaudi debout. Pour la première fois, des délégations qui ne s'entendaient jamais se levèrent ensemble. De retour au Burkina Faso, Traoré découvrit quelque chose d'inattendu.
Le peuple avait érigé une petite statue sur une place publique. Pas de lui, mais de Nour, représentée main dans la main avec d'autres enfants, souriante. Elle était faite d'argile, de boue et de ferraille, des matériaux collectés par des enfants dans les rues. En dessous, une inscription. Elle n'est pas seulement la fille d'Aïcha, elle est la fille de nous tous. Nour commença à aller à l'école, avec des gardes du corps discrets, certes, mais elle commença à vivre comme une enfant. Elle apprenait vite. Elle parlait arabe, français, et commençait à balbutier le mouré. Elle gardait toujours sa poupée attachée à la taille, et chaque vendredi avant le coucher du soleil, elle demandait à Traoré de l'emmener au sommet de la colline où se dressait l'ancienne tour d'observation militaire. Là, elle restait silencieuse, regardant l'horizon. Un jour, elle dit « J'ai vu maman dans ce ciel ». Elle a souri. Traoré ne répondit pas. Il se contenta de lui tenir la main. Mais le monde, comme toujours, ne s'arrêtait pas. La nouvelle que d'autres enfants étaient accueillis généra des tensions. Un groupe armé diffusa une vidéo menaçant d'enlever Nour. Il disait qu'elle était un symbole de faiblesse occidentale. La sécurité du palais fut renforcée. Beaucoup voulurent la cacher, l'éloigner des apparitions publiques. Mais Traoré s'y opposa. Lors d'une conférence de presse historique, il apparut main dans la main avec elle et déclara « Celui qui menace un enfant menace tous les enfants de la terre. Si un homme cache la lumière par peur de l'obscurité, il a déjà perdu la guerre avant de combattre. Nour ne se cachera pas, car elle a déjà vécu trop longtemps cachée. » La réponse fut dévastatrice. En moins d'une semaine, la population civile forma des réseaux de protection autour des écoles. Des mères commencèrent à accompagner les convois militaires, avec des paniers de nourriture. Des hommes posèrent leurs armes pour apprendre à cultiver. C'était comme si, pour la première fois, la guerre n'avait plus seulement des ennemis. Elle avait une enfant, Nour. Et ce qui suivit fut encore plus extraordinaire. L'un des chefs rebelles, connu seulement sous le nom de Bakr, envoya une lettre manuscrite au cabinet présidentiel. À l'intérieur, une vieille photo. Lui, jeune, avec une fille dans les bras. Au dos de la photo, il avait écrit « J'ai perdu ma fille à cause de la guerre. Je ne veux pas qu'un autre homme perde la sienne. Je suis prêt à discuter, pour elle. » Traoré répondit par une autre lettre. À l'intérieur, une photo de Nour souriant dans le jardin. Et une phrase « Il est encore temps ». La rencontre eut lieu dans le secret, dans un village reculé. Deux hommes qui, dans tout autre scénario, auraient été ennemis. Mais là, ils étaient unis par une absence. Et quand Bakr vit Nour de loin, ses larmes coulèrent. Elle ne comprit pas. Elle se contenta de faire un signe de la main. À son retour, Traoré tenait un nouvel accord. Pas une paix définitive, mais un début, un couloir humanitaire, un cessez-le-feu dans certaines régions, un pacte silencieux, tout cela à cause d'une orpheline. Quelques jours plus tard, Nour dessina quelque chose et le donna au président. C'était un champ vide avec un arbre au centre. Sous l'arbre, une fillette et un homme, assis. Elle écrivit en grandes lettres « C'est l'endroit où le monde change ». Traoré fit agrandir le dessin et le plaça à l'entrée du palais. Tous les visiteurs le voyaient, personne ne comprenait immédiatement. Mais il suffisait de voir la fillette courir dans les couloirs, sa poupée à la taille et l'espoir dans les yeux, pour tout comprendre. L'Afrique avait trouvé plus qu'un symbole, elle avait trouvé un nouvel avenir. Et lors de son dernier discours de l'année, face à des chefs d'État, des civils et des soldats, Ibrahim Traoré conclut par une seule phrase, pointant Nour assise au premier rang, ses pieds se balançant sur la chaise haute. Parfois, l'arme la plus puissante qu'un dirigeant puisse brandir, c'est son cœur. Et à cet instant, le monde ne vit pas un président. Il vit un père, il vit un peuple, il vit une promesse. Car lorsqu'un enfant est accueilli, la guerre perd son trône et l'humanité recommence à respirer.